Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrypte toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui n'a pas forcément une connexion excellente, mais on va essayer quand même de faire ce podcast dans les meilleures conditions. C'est Zéphyr, donc bonsoir Zéphyr. Bonsoir. On est aussi avec Elias, le spécialiste basket et surtout le fervent supporter de Manchester City. Bonjour Elias. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc là, on tourne ce podcast après un match dingue entre le Nigeria et la Tunisie. Un Nigeria qui menait 3-0 après avoir dominé pendant 75 minutes. Et la Tunisie qui est revenue au fur et à mesure, mais qui n'a pas réussi à aller chercher le match nul. On est quand même dans une semaine de CAN très très chargée avec de nombreux chocs dans cette deuxième journée, notamment Maroc-Mali, dont on parlera dans notre première partie de podcast. On parlera dans la deuxième partie de la Première Ligue avec un joueur que tu as énormément suivi ce week-end, Elias, Ryan Cherki. Et dans un troisième temps, on parlera avec Zéphyr et Elias d'un débat qui fait le tour du monde en ce moment. C'est le match d'exhibition entre Sabalenka et Kyrgios avec des règles spéciales. Donc on va voir est-ce que c'est vraiment l'équité des sexes. Donc on verra ça avec Zéphyr et Elias. Donc premièrement, parlons de la CAN, Maroc-Mali. On attendait ce choc comme un premier test pour le Maroc et finalement c'était un premier couac pour les Lions de l'Atlas face à une équipe du Mali qui a été très très compacte. Donc après avoir été capable dans la première journée d'ouvrir le score en deuxième période face aux Comores, ils ont cette fois buté sur la muraille dressée devant le gardien Djigui Diarra. Les Marocains n'ont cadré que 4 frappes, ont eu quelques occasions, notamment Brahim Diaz qui a buté sur le gardien malien, malgré le fait que Brahim Diaz a été buteur sur penalty après un penalty un peu litigieux, car en fin de match, les Maliens ont eu à peu près une même situation et ça n'a pas été sifflé. En tout cas, à part ces deux coups de chaud, le Maroc a dû attendre la toute dernière seconde pour avoir une vraie occasion avec une tête d'un défenseur malien qui a failli marquer un énorme contre son camp, mais le gardien malien Djigui Diarra a sorti une énorme parade réflexe. En tout cas, côté Mali, c'est un très bon résultat. Mais un petit côté négatif, c'est la blessure de Sinayoko, l'un des points forts du Mali, qui a encore été buteur contre le Maroc et qui s'est blessé. Donc on verra s'il peut jouer ou pas la prochaine journée, qui sera évidemment primordial de gagner pour les Maliens, qui pourraient arracher la qualification. Les Marocains qui, on pense, vont quand même se qualifier, ils ont 4 points et on sait que les meilleurs troisièmes sont qualifiés et normalement c'est autour de 3 points les meilleurs troisièmes, donc ça devrait le faire pour les Marocains. À noter quand même, Elias et Zéphyr, c'est la fin de la série de victoires des Marocains, ils sont arrêtés à 19, donc la plus longue série de victoires pour une équipe internationale qui s'arrête lors de ce match contre le Mali et elle durait depuis mars 2024 et c'est peut-être une bonne nouvelle pour les joueurs de Walid Regragui. En tout cas, le sélectionneur a dit en conférence de presse que ça allait peut-être les libérer d'un certain poids. En tout cas, Zéphyr, est-ce que tu peux nous parler rapidement du deuxième match un peu choc de cette journée, le Sénégal contre la République démocratique du Congo? Le Sénégal, on les attendait au tournant avec un effectif très très dense, comme on l'a dit dans la preview, et le Congo, une équipe, comme on peut l'appeler, avec une charnière exceptionnelle. Chancel Mbemba, Twanzebe. Zéphyr, dis-nous un petit mot sur ce choc. Oui, donc c'est l'ancien Marseillais Cédric Bakambu qui a ouvert le score côté congolais. Et malgré une forte domination des Sénégalais, et en fin de match, on a vu Sadio Mané égaliser pour le Sénégal, ce qui a confirmé leur grosse occasion qu'ils se sont procurés pendant tout le match. Donc au final, match respecté, puisque les Sénégalais n'ont pas été assez réalistes au vu de ce qu'ils ont montré. Ils ont été punis, mais ont quand même été un peu réalistes avec ce but. Donc match nul ouvert, et tout est encore jouable pour cette première place dans ce groupe avec deux équipes à 4 points, il me semble. Arthur. Ouais, effectivement, moi je voulais noter, Zéphyr, sur ce match, quand même, l'entrée qui a totalement changé le match, c'est l'entrée du prodige parisien 2008, Ibrahim Mbaye, qui a remplacé Ismail Assar à l'heure de jeu, je crois, à la 64e minute. Et vraiment, il a été intenable pendant une demi-heure. Et c'est même lui qui est grandement impliqué sur l'égalisation de Sadio Mané, avec une percée, une blessure du défenseur du congolais, mais un tir arrêté par le gardien congolais et une finition après clinique de Sadio Mané. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est un très bon résultat pour les deux équipes, surtout pour le Congo, parce que pour le Sénégal, c'est un nul qui les met dans l'obligation de gagner contre le Bénin. Le Bénin qui a gagné son premier match dans son histoire, là, aujourd'hui.
Donc on verra un peu comment ça va se passer pour le Sénégal, qu'on attendait au tournant, qu'on attendait comme les grands favoris avec le Maroc, et qui là subit pas son premier revers, mais en tout cas a été dérangé contre les Congolais. En tout cas, moi, la question que j'ai envie de te poser Zéphyr, pour créer un débat, c'est est-ce que ce faux pas des deux grands favoris, c'est un faux pas temporaire, c'est une petite erreur dans leur parcours, ou ça annonce potentiellement une élimination prématurée, potentiellement en phase de groupe, peut-être en huitième de finale? Bah, avec ce système qui qualifie les meilleurs troisièmes et qui qualifie 4 des six troisièmes, en fait, pour moi, ils n'ont pas à s'inquiéter parce qu'il va y avoir des équipes plus faibles qui vont se qualifier qu'avec l'ancien système où il y avait que les premiers et les deuxièmes qui se qualifiaient. Et donc, ils vont avoir plus de matchs pour se mettre en jambe. Et la compétition va démarrer réellement en quart de finale avec les gros affrontements, peut-être des Sénégal-Maroc en fonction de leur résultat en poule, des Sénégal-Algérie, des Sénégal. Le Nigeria, qu'on a vu encore très bon, je l'avais annoncé, et des gros affrontements à partir des quarts de finale. Donc, non, pour moi, la compétition va réellement débuter à partir des quarts de finale. Là, c'est des matchs test un peu, on peut dire, pour ces équipes. Et donc, non, ça remet pas du tout en question les favoris qu'on avait annoncés il y a quelques semaines. Ouais, en tout Je sais cas, pas ce que tu en Zéphyr, penses, moi, ça c'est mon point de vue. pour te répondre, moi, c'est surtout un truc que je trouve marquant, c'est que les grands favoris qu'on attendait en rouleau compresseur, le Maroc ou le Sénégal, qui sont un peu moins dedans, on sent ils ont un peu de mal, le Maroc et le Sénégal, même s'ils dominent en tout cas leurs deux matchs contre le Mali et contre le Congo, on les sent pas rouleau compresseur comme lors des qualifs de la Coupe du Monde, comme lors des matchs amicaux avant la CAN. Donc c'est quand même un facteur qui me dit que potentiellement une équipe comme l'Égypte, comme Nigeria pourrait potentiellement jouer les troubles faites ou aller chercher la victoire sur cette CAN parce que là on les sent pas au tournant comme on les attendait. Donc c'est un peu notre avis en tout cas sur ce qui se passe là pendant la CAN. On suivra bien évidemment avec attention les prochains matchs. À noter que l'Égypte et le Nigeria sont quand même les deux premiers qualifiés. C'est pas forcément une chose qu'on attendait énormément, mais comme on l'avait annoncé, l'Égypte et le Nigeria qui sont au tournant. Mohamed Salah qui a marqué deux buts quand même, et un Victor Osimhen et un Ademola Lookman qui sont tout simplement en feu dans ce début de CAN. Donc passons outre-Manche, Elias, tu dois être content. Un joueur est en pétard, comme on peut dire en ce moment, c'est Ryan Cherki, meilleur passeur de première ligue, 7 passes D. Potentiellement, il peut viser le record de 20 passes D en première ligue. Bah, écoute, Ryan Cherki, tout simplement exceptionnel. Vraiment, c'est un joueur hors norme. Il défie encore bah, tout ce qu'on pouvait imaginer dans ce football d'intensité, de bataille. Lui, il vient nous apporter cette touche de magie, vraiment. Il est exceptionnel, encore une fois, contre Nottingham Forest. Tout à l'heure, cet après-midi, il a débloqué la situation. C'est grâce à lui que Manchester City est parvenu à accrocher cette victoire dans le dur parce que Nottingham Forest leur a vraiment posé un gros défi au niveau de l'intensité et ils ont été ultra réalistes sur peu d'occasions qu'ils ont eues. Et Ryan Cherky, il vient en début de seconde période délivrer une passe dont seul lui a le secret. Il était à droite, il vient dézonner à gauche et derrière, il vient faire cette passe totalement sortie de nulle part. On voit tout l'écran sur notre télé, mais lui, il voit tout avant tout le monde. Donc c'est complètement dingue. Et derrière, sur le but, il fait un but à la De Bruyne. Hein, vraiment, c'est frappe demi-volée. Enfin, c'est ce qu'on voyait de la part du génie belge. Donc honnêtement, il a tout dans les pieds. C'est vraiment de la magie. Et Pep Guardiola le dit, c'est un joueur qui a énormément de talent. Il peut être intergénérationnel. Il peut vraiment marquer l'histoire de la Première Ligue. Pour le record, ça a été un peu compliqué étant donné qu'il a raté quelques mois, un mois et demi de compétition. Donc ça va être un peu compliqué pour lui d'aller chercher ce record. Mais en tout cas, il peut finir clairement meilleur passeur de PL étant donné que son concurrent direct, Bruno Fernandes, lui aussi a cette passe. Il s'est blessé là récemment contre, il me semble, je ne sais plus contre qui, mais je pense que il était déjà blessé avant Newcastle. Il est blessé pour un mois, donc il peut clairement aller chercher ce type de meilleur passeur en première ligue et ce serait exceptionnel parce que des joueurs comme ça, première saison avec Pep Guardiola, avec Manchester City, avec toute la concurrence qu'on connaît dans ce club, bah, honnêtement, là il surnage et ses coéquipiers ont l'air de l'adorer. Pep Guardiola, le dit, il est autant frustrant par moment qu'émerveillant à d'autres, mais en tout cas il est beaucoup plus émerveillant. En tout cas moi il m'émerveille en tant que supporter de City et suiveur de ce joueur-là depuis qu'il est arrivé
depuis qu'il est arrivé à Manchester. Je sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais moi, je le trouve totalement lunaire. Enfin, c'est waouh. Bah, effectivement, Elia, je suis complètement d'accord, surtout que je sais pas si tu as vu la stat passer, mais il est quand même décisif une fois toutes les 69 minutes. Donc c'est quand même stat impressionnante pour un joueur qu'on attendait quand même à City, mais qui impressionne. On l'attendait comme peut-être une doublure ou un titulaire potentiel, mais pas comme un joueur qui là s'impose comme le meilleur joueur de City, voire le meilleur joueur de Première Ligue. Donc c'est complètement impressionnant. Là, vraiment, à chaque match de City, on se lève, on regarde le match que pour voir Ryan Cherky. À chaque fois, chaque déplacement, chaque touche de balle, c'est tout le temps magique. Il joue avec une certaine nonchalance qui à Lyon pouvait fâcher parce que parfois ça marchait pas forcément. Mais là, il y a tout qui marche pour Ryan Cherky. Il porte City sur ses épaules. Je pense que City sont pas à 2 points d'Arsenal sans le milieu français. Donc, une question que j'ai envie de te poser, Elias, que moi là, enfin, je viens de le mentionner. Est-ce que pour toi, Ryan Cherky est le meilleur joueur de Première Ligue? Ah, écoute, clairement, en tout cas, il fait partie des meilleurs joueurs. Après, je ne veux pas non plus exclure un, un Viking norvégien qui est aussi dans son équipe, son homologue avec qui il a créé une relation particulière cette saison. Erling Haaland, voilà, il est quand même, je crois, à 19 buts en première ligue. On est même pas, on est fin décembre, c'est tout simplement n'importe quoi. Donc, je pense que clairement, c'est le meilleur milieu de terrain de première ligue. Et à mon avis, il est clairement dans le top 3 au monde actuellement parce qu'il est clairement sur un nuage sur ces derniers matchs. Il est décisif à tous les matchs. Voilà, comme tu as dit, il nous fait lever de son canapé. Donc oui, clairement, c'est meilleur milieu de première ligue, deuxième meilleur joueur derrière son coéquipier Erling Haaland. Mais je voudrais revenir aussi sur ce qui s'est passé aussi en première ligue à côté, parce qu'il y a eu des matchs, il y a eu notamment le concurrent direct Arsenal qui a su battre Brighton, une valeureuse équipe de Brighton qui les a mis en difficulté en seconde période. Donc Arsenal se fait quand même une peur entre la victoire vraiment à l'arraché contre Wolverhampton. C'est quand même assez dur en ce moment pour Arsenal. On voit qu'ils ont cette pression quand même sur les épaules. Je ne sais pas ce que t'en penses, Arthur. Et dans un même temps, juste après, il y a le troisième concurrent, le troisième larron, Aston Villa, qui est venu renverser Chelsea à Stamford Bridge. Grosse performance, notamment de Lee Watkins qui a inscrit à doublé. Je sais que tu es supporter de Villa, Arthur, donc comment tu ressens cette victoire, tu dois jubiler là en ce moment parce qu'Aston Villa, clairement, ils sont 11 victoires d'affilée, c'est tout simplement exceptionnel. On attend ce choc Arsenal-Villa mardi. Il va falloir être là parce que ça peut être déterminant pour la première ligue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, Elias, pour répondre sur tes deux questions, parce qu'elles sont un peu venues sans trop choquer. La première question sur Arsenal. Effectivement, on sent Arsenal depuis qu'ils ont perdu leur statut de leader avec 8 points d'avance. Là, on s'est quand même bien rapproché derrière. On les sent plus fragiles. Chaque match, c'est vraiment un combat pour aller le gagner. Là encore contre Brighton, malgré un but d'Odegaard en première période, on sent que Brighton était vraiment dans le coup pour aller même à la fin chercher le match nul. On voit les joueurs enfin les Gunners à la fin qui sont en train de jubiler alors que en première partie de saison, on avait une certaine nonchalance, une certaine normalité de la victoire. Et là, on sent que pour eux, c'est compliqué à chaque fois d'aller chercher les 3 points. Là, le match contre Villa, il va être primordial, comme tu l'as dit, parce que Villa, sur 11 victoires d'affilée, même là aujourd'hui, pour répondre sur la deuxième question, ils sont dans le dur, ils se font bouger contre Chelsea. La première mi-temps, et j'ai jamais vu une telle domination en première ligue, limite. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'était exceptionnel la domination de Chelsea. Malgré un but un peu chanceux, ils auraient pu en mettre 4, c'était pas choquant, tu vois. Et malgré une domination, Unai Emery coaching gagnant et fait rentrer Oli Watkins qui est pas en confiance, qui met plus de buts, mais qui claque un doublé en 20 minutes. Enfin, on se demande où ça peut aller. Il y a rien qui les arrête. Là, ils avaient un enchaînement de gros matchs. Les Villains avec Arsenal, avec Tottenham, avec Chelsea. Et bah, ça passe. C'est tout le temps des victoires pour eux. Donc, on sent vraiment qu'il y a un trio de tête déjà qui est en train de se former. C'est vraiment un point à noter de cette journée. C'est que là, il y a 3 équipes qui ont 7 points d'avance sur les autres. Donc, là, on commence à dire qu'il y a 3 équipes qui vont jouer le titre et le reste, ça va être pour la 4e place qualificative en Champions. Donc, comme tu l'as dit, les Villains, ils sont en ce moment comme on les a jamais vus chaque saison. On dirait que c'est pareil, ça commence mal, puis une énorme série de victoires. Et là, on verra si, comparé aux autres saisons, ça va vraiment se concrétiser par une bonne performance, peut-être un titre. Mais là, le match contre mardi, on vous le débriefera évidemment. Mais là, si ça passe contre Arsenal,
ça va potentiellement être une saison historique pour les Villains parce qu'on pourrait avoir trois équipes limite à égalité au classement, Elias. Ouais, c'est clair que là, les Giants nous impressionnent. Ils nous impressionnent. Et en fait, on ne pensait pas. Moi, je voyais la domination de Chelsea, je me posais des questions sur leur capacité à justement tenir la dragée haute à Arsenal et à Manchester City sur la longueur. Et puis là, bah, ils m'ont clairement impressionné. Oli Watkins, voilà, comme tu dis, qui n'était pas forcément en confiance. Puis voilà, on en avait parlé la semaine dernière. Ils ont une équipe vraiment taillée pour aller peut-être chercher un titre historique. Et pourquoi pas, voilà, créer la surprise dans cette saison de Première Ligue. Zéphyr, tu voulais intervenir sur le sujet peut-être et nous parler de ton impression sur Aston Villa. Donc, vas-y, on t'écoute. Sur ce match-là dont on parlait mardi, Arsenal-Villa, est-ce que ce serait pas le match où tout se passerait comme finalement on a l'habitude de le voir ces dernières années? Arsenal qui, si on est vulgaire, se chie, comme on l'a vu contre City il y a quelques années, c'est ce qui s'est passé souvent. On voit Arsenal qui ne concrétise pas ce qui a réussi en début de saison, et un Villa et un Unai Emery qui continue d'impressionner, qui continue de faire la belle impression, de continuer, de mener Villa vers la Coupe d'Europe, comme ce qui se passe régulièrement. Et avec un Oli Watkins, comme on l'a vu là, qui arrive à porter Aston Villa, au final, ce match pourrait être juste l'image de ces dernières années entre Villa et Arsenal. Et ce serait rien de surprenant, parce que on sait qu'avec Arsenal, ça fait un bout de temps que les choses se répètent dans le mauvais sens. Arthur. Bah, effectivement, Zephyr, là, je voulais revenir sur quelque chose. Déjà, c'est quand même le deuxième affrontement entre Villans et Gunners depuis à peu près un mois, donc deux matchs très rapprochés. On va voir si Arteta va retenir un peu les enseignements du dernier match et de la victoire sur le fil d'Aston Villa. Mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé là dans notre analyse un peu de Villa, c'est quand même Morgan Rogers, qui n'a pas forcément été exceptionnel contre Chelsea, mais qui, le match contre Manchester United, il faut absolument que vous allez voir les highlights parce qu'il met deux frappes enroulées, mais c'est exceptionnel. Là, quand on parlait des meilleurs joueurs de Première Ligue, je pense qu'il en fait partie. Lui, comme Cherki, il porte un peu Villa sur ses épaules parce que d'habitude c'est Watkins qui empile les buts et qui porte Villa. Et là, c'est Morgan Rogers, l'attaquant qu'on pensait qui allait peut-être partir durant le mercato et qui là impressionne totalement. Il est titulaire en équipe d'Angleterre. Et là, encore une fois, cette semaine, il met deux buts contre Manu. On se demande un peu où ça peut s'arrêter. Si on a Oli Watkins qui revient en forme et Morgan Rogers qui continue sur sa lancée, ça peut vraiment être quelque chose d'historique pour les Villains. Bon, clôturons un peu le sujet Première Ligue parce que là on s'étale un peu trop et passons sur le débat de la journée, sur l'exhibition entre Nick Kyrgios et Arina Sabalenka. Le match entre les sexes, le quatrième de l'histoire. Le premier c'était Billie Jean King dans les années 70. Donc est-ce que Zéphyr, tu peux nous dire un petit mot sur ce qui se passe entre les deux joueurs et joueuses? Parce que là, il y a un changement de règle, si j'ai bien entendu. Oui, donc le match se disputera où Sabalenka ne changera pas de côté et elle aura un terrain raccourci de 9% par rapport à celui de Nick Kyrgios et ils auront une seule balle de service, tous les deux, pour un match où, disons que si Nick Kyrgios avait eu son service, étant donné qu'il est un des meilleurs serveurs du 21e siècle, il aurait tout simplement pas eu match. Donc en fait, Sabalenka se met dans une position où elle contre ce déficit de puissance par le terrain raccourci de 9%, et ce qui fait l'essence du tennis masculin, c'est-à-dire le service, il est enlevé. Donc, bah, il est enlevé, il n'y aura plus de première balle. Donc là, faire un match dans des conditions qui ne sont pas des vraies conditions, en plus, elle prend, bon, certes, un joueur qui a déjà fait une finale de Grand Chelem. Il a fait une finale de Grand Chelem à Wimbledon en 2022. Mais Nick Kyrgios, il n'a pas joué depuis. Il a fait 5 matchs la saison dernière, une seule victoire. Enfin, Nick Kyrgios, c'est quand même. Je veux dire, elle a dit qu'elle pouvait gagner des joueurs du top 100. Mais pourquoi elle n'a pas pris un joueur du top 100 à proprement parler? Sabalenka se perd un peu à prendre un joueur qui est descendu 671e mondial, j'ai vu. Mais qu'elle prenne un joueur actuel, je sais pas, un joueur. Koboli, si elle dit qu'elle peut gagner un joueur du top 100, pourquoi pas jouer Koboli au lieu de jouer un joueur qui est descendu si loin? Elle est pas en adéquation avec ses propos, Sabalenka. Alors j'aime beaucoup Sabalenka, comment elle joue, etc. Mais pour moi, sur ce match, elle se perd un peu. Et dans les deux situations, si elle gagne, ok, c'est bien, bravo, elle aura gagné avec des conditions allant à fond dans son sens. Mais si elle perd, elle est encore plus ridicule parce qu'elle aura mis les conditions dans son sens et elle aura perdu. Donc pour moi, c'est
ridicule ce match, parce que c'est pour gagner du pognon, et qui va pas, comme l'a dit Billie Jean King, ça va pas en faveur de la cause féminine, parce que dans tous les cas, elle se désavantage. Donc pour moi, c'est ridicule. Arthur. Bah, Zéphyr, pour te répondre avant de donner la balle à Elias, il y a un truc que je voulais noter quand même, c'est que Nick Kyrgios, malgré qu'il soit pas dans le top 100, je pense que on peut se le dire, même s'il revient là actuellement, il a le niveau top 100, hein. Je pense que grâce à son service, euh, ça, ça devrait le faire contre des joueurs 90, 80. Je pense que il pourrait gagner. Mais un truc que je voulais dire, c'est que moi, c'est pas un coup de gueule, mais je pense qu'on devrait arrêter les matchs comme ça entre sexes, enfin, pour voir qui est le meilleur. Enfin, je pense que, je crois que c'est Iga Swiatek qui le disait, ou quelqu'un qui faisait la comparaison. Tu nous as parlé, ou tu vas nous parler, Zéphyr, de Pauline Payette, qui a une chaîne YouTube qui défie des joueurs masculins. Et je pense une numéro un mondiale femme, ça doit jouer -4 ou -2 pour les gens qui connaissent un peu les classements de tennis. Donc, je vois pas à quoi ça sert d'aller inventer des règles pour montrer que potentiellement une femme pourrait battre un homme. À la limite, faites des sparring, enfin entraînez-vous ensemble, mais vous infligez ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Elias, mais moi je suis complètement contre. Ah, mais faut dire les termes, c'est totalement débile, même pour pas être plus vulgaire, voilà. Donc c'est totalement une idée mais ridicule. Voilà, voilà, on est pour Sabalenka, elle est quand même numéro un mondial. Enfin, on rappelle, elle est numéro un mondial, elle a une saison à préparer, et là elle va se mettre dans une exhibition, mais totalement bidon contre Nick Kyrgios. Le mec, il fait que critiquer le circuit depuis tout à l'heure. Oui, c'est pour l'argent, je vois que tu le fais. Mais il fait que critiquer le pays. Enfin, on a l'impression qu'il aime pas le tennis, ce mec. Il s'est jamais vraiment entraîné. Il a fait une finale de Grand Chelem. Voilà, super. Il a fait une finale de Grand Chelem. Moi, je sais pas trop d'où elle sort. Heureusement que Djoko il la Il est gagne. forfait là. Oui, voilà, heureusement que Djoko il la gagne. Mais voilà, cette exhibition n'a totalement aucun sens. C'est une grosse erreur de la part de Arina Sabalenka, parce que pour moi, l'erreur vient d'elle, en fait. Euh, Parce que Sabalenka n'a aucun intérêt, que ce soit. Enfin, elle a un intérêt monétaire, c'est clair. Mais à mon avis, elle a quand même pas mal de sponsors, vu qu'elle est numéro 1 mondial. Ouais, elle gagne le tournoi du Grand Chelem. Voilà, et on sait que l'égalité monétaire au tennis existe sur les Grands Chelems. Mais elle a aucun intérêt à se mettre dans cette exhibition. Mais alors, c'est totalement ridicule. Elle a une saison à préparer. Elle a, elle a des grands chelems à gagner là, à l'Open d'Australie. Elle doit prendre sa revanche sur l'année dernière. Mais là, avec toutes ces exhibitions là, comme à Abu Dhabi et tout, là, moi, je perds mon tennis. C'est pour ça que voilà, ce sport régresse. Je trouve qu'il régresse vraiment. Donc, ouais, moi, je trouve ça totalement débile. Après, Kyrgios, il le fait voilà, dans son intérêt. Il prend un buzz. Pour moi, Kyrgios, c'est le gagnant de cette histoire, en fait. Clairement. Mais ouais, Arthur, tu m'avais lancé sur Pauline Payette. Bah, c'est vrai que Pauline Payette avait fait un concept intéressant. Elle l'a fait en toute bonne foi, sans dire je vais gagner jusqu'au 800e mondial. Pauline Payette avait fait un concept en disant on voit jusqu'où je gagne. On dit souvent que les mecs sont bien meilleurs que les femmes. Je fais un concept et on verra jusqu'à quel classement masculin je gagne. Elle a gagné, elle a perdu à 1-6, j'ai vérifié du coup tout à l'heure. Elle a perdu à 1-6 et elle était 800e mondial, je crois, à ce moment-là. 800e mondial. Ça veut dire, il y a eu d'autres exemples comme ça. Mira Andreeva, la dernière fois, il y a 2 ans, je crois, elle a joué un match parce que son adversaire en finale a fait forfait. Un homme, il était -15 à jouer, mais il a gagné aisément, il me semble. Je veux dire, voilà, c'était bien pour les gens qui étaient présents dans le public. Là, je veux dire, bah, c'est bien, les gens de Dubaï, ou c'est aux Émirats ou à Dubaï, je sais plus, ils seront contents hein, pour le match, c'est super. Eux, c'est tout ce qu'il leur faut, c'est du show. Mais c'est pas du sérieux, je veux dire, on parle de monde professionnel. Et là, ben oui, il n'y a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, ça va pas dans son sens. Donc c'est vrai que j'avais pour idée de créer un débat entre nous, mais en fait, le débat a été vite résolu, on était tous d'accord. Mais voilà, le tennis, c'est physiologique. On n'est pas là pour dire c'est un homme est meilleur qu'une femme. C'est physiologique. On prend un homme et une femme, un homme va courir plus vite, il aura plus de puissance. C'est pas sexiste de dire ça, c'est juste les corps sont faits comme ça. Donc, à partir de là, je vois pas pourquoi créer ces débats et pourquoi Sabalenka créer cette idée. Voilà. Elias. D'ailleurs, je voulais dire que
en parlant de la saison justement tennistique au niveau féminin, moi je l'ai préférée à celle masculin en termes de suspense, en termes de trucs. Bon, bien sûr, voilà, Sinner Alcaraz, forcément, ils ont survolé, mais en termes de globalité, même dans les autres tournois, voilà, il y avait une hégémonie Sinner Alcaraz dans le tennis masculin. Mais dans le tennis féminin, on a vu quand même beaucoup de joueuses émergentes et vraiment qui peuvent devenir voilà, le futur du tennis féminin. Moi, je trouve que la saison féminine a été un peu plus intéressante que la saison masculine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais moi, c'est mon avis, c'était mon ressenti sur cette saison. Bah, pour clôturer un peu ce débat qui potentiellement, comme tu as dit Zéphyr, n'en est pas forcément un, c'est pour aller un peu dans le sens d'Aryna Sabalenka, là où je peux potentiellement la comprendre. Déjà sur le niveau de jeu, là où tu as donné l'exemple d'Andreeva, Zéphyr, bon, je pense pas que Aryna Sabalenka allait gagner à -15. Mais en l'occurrence, Sabalenka et Andreeva, c'est quand même deux types de joueuses très très différentes, avec une Oui, mais Sabalenka qui est beaucoup plus puissante, tu vois. Donc, alors que Andreeva, c'est plus, elle est partout, elle est sur toutes les balles. Donc, contre un joueur masculin, oui. c'est plus compliqué. Et après, pour aller dans son sens, comme je voulais dire, c'est que Sabalenka, enfin, quand on voit pour les hommes toutes les exhibitions qui sont organisées, tout le tournoi des 6 où ils prennent des millions, Ah tu non, vois, mais y a pas c'est trop. débile. Attends, Zéphyr, laisse-moi finir Pardon. rapidement. Il n'y a pas trop ça dans le tennis féminin où de grosses exhibitions sont organisées avec de gros pactoles pour les joueuses. Donc peut-être qu'elle a voulu recréer ça et qu'elle s'est dit qu'elle n'allait pas avoir assez d'engouement et que des femmes. Donc elle s'est dit, je vais ramener un homme. Nick Kyrgios, il est connu, il a beaucoup d'abonnés sur les différents réseaux. Donc pour aller dans son sens, en soi, elle n'a pas tout à perdre. Niveau financièrement, Non, mais c'est oui. bénéfique. Après, peut-être que dans l'image qu'elle va renvoyer, si elle perd, bah non, mais elle veut son argent et elle l'aura du coup. Mais oui, après, comme tu disais, mais tu parlais de ces trucs, de ces tournois masculins. Mais ces tournois masculins sont tout aussi débiles que ce qu'on voit là. Je veux dire, les Saoudiens qui proposent des tournois, les réunissant les 6 meilleurs, je dis bien 6 meilleurs avec des guillemets, parce qu'ils prennent même pas les 6 meilleurs de l'année. Ils prennent même pas le top 6 ATP. Ils prennent des joueurs, c'est terrible. Tsitsipas, Ils prennent des Tsitsipas. Medvedev, Tsitsipas, qui sont sortis du top 10 depuis des mois et ils les mettent dans ces tournois. Et à côté de ça, il y a plein de débats parallèles à ouvrir. On va pas s'attarder là-dessus, mais tu as Alcaraz qui te dit en septembre, la saison elle est longue, j'en peux plus. Et à côté, il va te jouer la Lever Cup et le tournoi en Arabie Saoudite. Oh les mecs, faut se réveiller et être un petit Ouais. peu dans la tendance et oublier de pas aller en inadéquation avec les propos qu'ils disent. Donc c'est un peu dans le tennis ce qu'on perd un peu en ce moment. Ouais, Mais bon. bah écoute Zéphyr, merci pour cette précision. Mais enfin, Sabalenka, enfin, pour finir, elle pourrait se dire oui, pourquoi les autres, eux, ils ont de l'argent Oui, bien sûr. et pas moi. Donc elle s'organise tout seul son truc, tu vois. Donc, parce que les Saoudiens, ils ont aucun intérêt à organiser une exhibition Sabalenka-Andreeva qui va rapporter zéro parce que tout le monde en a rien à faire, il faut le dire. Même le tournoi des 6 tout le monde en a rien à faire. Alors tu vas mettre des femmes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, Non, en mais tout cas, c'est pas méchant. c'est un sujet très très intéressant, le nouveau capitalisme un peu du tennis, mais on en reparlera dans un autre podcast. En tout cas, merci pour ce podcast, mes chers consultants. On suivra avec attention ce qui va se passer dans la CAN avec potentiellement peut-être des éliminations précoces. Et on en reparlera dans le prochain podcast avec, on suivra toujours la bataille pour le titre dans les différents championnats et potentiellement bah, on vous dira qui a gagné. Est-ce que Sabalenka a créé l'exploit de battre le fou, le fantasque Nick Kyrgios. Donc merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine et suivez bien avec attention le travail d'Elias sur les réseaux sociaux qui nous pondent des desks chaque semaine exceptionnels. Donc Excellent. merci à Merci, Elias merci. encore. Ouais, ciao, ciao tout le monde.